Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait les contes de Perrault? Et nous allons lire aujourd'hui le conte Podane et le conte Les Souhaits Ridicules, qui sont deux contes en vers et qui termineront donc cette lecture que vous pouvez trouver bien entendu en rediffusion sur YouTube. Euh, Si vous voulez tous les épisodes, les 4 épisodes, il suffit de chercher la playlist sur ma chaîne YouTube. La playlist se nomme Et si on lisait les contes de Perrault. Donc c'est très simple à trouver. Et puis, comme d'habitude sur YouTube, vous le savez, dans la barre de lecture de la vidéo ou dans la description de la vidéo, se trouvent des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement là où ça vous intéresse. Merci Industrias d'avoir clippé ça, c'est sympathique. Salaud. Bonsoir Industrias, merci de passer, ça fait plaisir, j'espère que tu vas bien. Oui, parce que là, du coup, les gens sur YouTube ne comprennent pas, mais grosso modo, j'ai fait une intro complète alors que mon micro était éteint, je ne sais pas pourquoi, ça s'est pas lancé comme d'habitude, bref. D'ailleurs, cette introduction va être extrêmement courte parce que ce live va être extrêmement court par rapport à ce que je peux vous proposer d'habitude. En effet, Podane et les souhaits ridicules ne font pas un énorme nombre de pages non plus. Donc je vais essayer de faire court sur l'intro, court sur la pause, court sur l'outro et d'aller directement à la lecture. Euh, mais j'ai deux, trois petites choses à vous dire très brièvement, je vais essayer de faire vraiment vite. Tout d'abord, à partir de la semaine prochaine, d'habitude, après une lecture, je saute une session de lecture pour me faire une petite pause avant d'embrayer avec une nouvelle lecture. Cette fois-ci, je ne vais pas faire ça étant donné que ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de live avant les contes de Perrault et qu'il y a eu que 4 épisodes. Du coup, je décide d'enchaîner directement. Donc, si tout se passe bien, je vous retiendrai au courant sur les réseaux Facebook, Twitter, Discord, Instagram, que sais-je encore, ou tout simplement le programme sur Twitch. Si tout se passe bien, mardi à 21h, il y aura donc bien un live de lecture qui aura lieu soit sur La guerre des mondes d'H.G. Wells, donc l'auteur qu'on a déjà lu avec la lecture de L'homme invisible, et oui, le La guerre des mondes qui a inspiré le La guerre des mondes avec Tom Cruise notamment, je crois. Et Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, que vous m'avez conseillé en fin de saison dernière. Donc, j'ai pas de préférence, ils font à peu près le même nombre de pages, sachant que moi je vais faire une pause dans les lives très brève, hein, de quelques jours, 3-4 jours je pense, en octobre. Je déteste faire ça d'habitude, j'aime pas couper une œuvre pendant la lecture, je préfère attendre la fin d'une œuvre avant de me faire une pause. Mais là, il y a un anniversaire dans la pause, donc je suis bien obligé d'être là. L'anniversaire ne va pas se reporter. Donc, tout ça pour dire que pendant la lecture, on va être interrompu. Il y a une session de lecture quasiment sûre qui va sauter. Mais bon, sinon je devrais être plutôt régulier comme d'habitude. Entre La guerre des mondes d'H.G. Wells et Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, mon cœur ne balance pas spécialement. Je suis assez enthousiaste à lire les deux, à découvrir les deux. Donc, je vais certainement faire appel à vous sur les réseaux dans les jours à venir. Et puis, si vous le voulez, dans le live Twitch ou en message privé ou dans la rediff YouTube, vous pouvez déjà me laisser des messages pour me dire quelle serait votre préférence à vous. Et puis, je promets pas de suivre l'avis populaire, mais en tout cas, n'étant pas forcément très décidé, ça peut peut-être m'influencer. Donc voilà, sachez-le. Voilà, ça c'était une chose. Seconde chose qui n'a pas de rapport aux lectures cette fois-ci, mais rapport au live. J'ai fait un live hier sur Sea of Thieves qui s'est très mal passé, tout simplement parce que mon PC laguait à fond, chauffait à fond, etc. etc. Le gros problème, c'est que je voyais vraiment pas d'où ça pouvait venir et je comprenais pas. Alors je me suis dit que c'était la mage parce que du coup c'était la découverte de la saison 4 avec cette mise à jour qui nous amène dans les fonds marins avec les sirènes, etc. Ça avait l'air si cool, ça avait l'air si cool. Et donc j'ai mis fin au live en me disant bon bah c'est la faute de la mage entre guillemets. Et j'étais bien deg.
Mais quand même, je me suis dit, je vais tenter de jouer avec Walkirax, donc mon coéquipier d'équipage, euh, hors live. Et en fait, entre le moment où j'ai coupé le live et le moment où on a joué hors live avec Walkirax, je me suis rendu compte que l'un de mes ventilateurs d'ordinateur n'était pas allumé. Je me suis senti très très con. Je sais vraiment pas pourquoi il était pas allumé parce que je le laisse allumer en permanence d'habitude, donc j'ai pas compris. Mais bon, bref, je checkerai ça de manière plus assidue pour les prochains lives parce que vraiment ça m'a fait chier au plus haut point. Je me suis dit ah ok ça y est, je suis en train de enfin j'ai vraiment annulé un live qui aurait pu avoir lieu et bien se passer quoi, donc ça me saoule. Du coup, la rediffusion de ce live Catastrophique. J'ai voulu faire catastrophique et schtroumpf en même temps, ça marche pas trop bien. Bref, catastrophique n'aura certainement pas la rediffusion sur YouTube. Par contre, pour me rattraper, et parce que vraiment la mage m'intéresse de ouf, et justement, hier on a un petit peu défloré cette mage avec Walkirax et on a trouvé ça incroyable, eh bien je prévois de refaire un live Sea of Thieves qui devrait donc arriver en rediffusion sur YouTube dans la foulée, dès la semaine prochaine, et le plus tôt possible je pense. Je vais pas vous dire que c'est sûr et certain que c'est signé, mais il est possible que ce soit dès lundi ou mercredi ou jeudi, ces jours-là. Bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette introduction. Elle est déjà bien assez longue comme ça. Je vais me taire et directement me pencher dans la lecture. T'as eu à, t'as eu à étudier Virginia Woolf dans tes études industrielles, c'est ça? Parce que du coup, je vois que tu te tiens la tête douloureusement. Euh, vous pouvez aussi m'influencer de manière négative, hein. Vous avez le droit, hein. Après, le choix final, je me le réserve personnellement, mais vous avez le droit de vraiment me dire ce que vous voulez. Je suis prêt à tout entendre. Et je suis curieux, donc il n'y a pas de souci. Bien, les contes de Perrault, composés des contes de ma mère Loi, qu'on a fait dans les 2 premiers épisodes, et des contes en vers qu'on a commencé dans l'épisode 3 et qu'on va terminer aujourd'hui dans ce dernier live. C'est parti. Il nous reste plus que des contes, cette fois plus de préfaces, de dédicaces ou que sais-je encore. Là, c'est purement du conte, donc ça va être aussi intéressant. Je pense que let's go. Euh, Industrias, ok. C'est une folle dingue hystérique, je sais pas si on peut dire ça. Ouais, j'ai aucun avis sur la question, mais bon, ok. On verra bien ce que j'en pense personnellement. Bref, je souhaite une bonne écoute à tous ceux qui me regardent sur le live ou à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Comme d'habitude, je ne m'interromps pas pendant la lecture d'un conte afin que ce soit le plus agréable et fluide à vos oreilles. D'ailleurs, je vous souhaite la bonne santé, chers amis, j'avais oublié, tiens. Oh, coucou Léa, ça fait trop plaisir. Ça fait longtemps que je ne t'avais vu sur les lives. J'espère que tu vas mieux. Enfin, mieux. Ça fait vraiment genre, on parle en privé, c'est terrible, bref. Mais j'espère que tu vas bien. Désolé de t'avoir affiché. Euh, et puis bah, bonne écoute à vous deux. Alors, bonne écoute Industrias, bonne écoute Léa. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et bonne écoute à tous ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Je passe sur l'autre setup. Et on est parti! Podane. Conte. À Madame la marquise de L. Il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. Pour moi, j'ose poser en fait, qu'en de certains moments l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes. Et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée lasse souvent de trop veiller, par des contes d'ogres et de fées ingénieusement bercés, prenne plaisir à sommeiller. Sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir, je vais, pour contenter votre juste désir, vous conter tout au long l'histoire de Podane. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Ses voisins le craignaient, ses états étaient calmes,
et l'on voyait de toutes parts fleurir à l'ombre de ses palmes et les vertus et les beaux-arts. Son aimable moitié, sa compagne fidèle, était si charmante et si belle, avait l'esprit si commode et si doux, qu'il était encore avec elle moins heureux roi qu'heureux époux. De leur tendre et chaste hyménée, pleine de douceur et d'agrément, avec tant de vertus une fille était née, qu'il se consolait aisément de n'avoir pas de plus ample lignée. Dans son vaste et riche palais, ce n'était que magnificence. Partout y fourmillait une vive abondance de courtisans et de valets. Il avait dans son écurie grands et petits chevaux de toutes les façons, couverts de beaux caparaçons, roides d'or et de broderies. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice vous surprend, mais lorsque vous saurez ces vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand. Tel et si net le forma la nature, qu'il ne faisait jamais d'ordure, mais bien beaux écus au soleil et louis de toute manière, qu'on allait recueillir sur la blonde litière tous les matins à son réveil. Or, le ciel qui parfois se lasse de rendre les hommes contents, qui toujours assez bien mêle quelques disgrâces, ainsi que la pluie au beau temps, permit qu'une âpre maladie tout à coup de la reine attaqua les beaux jours. Partout on cherche du secours, mais ni la faculté qui le grec étudie, ni les charlatans ayant cours, ne purent tous ensemble arrêter l'incendie que la fièvre allumait en s'augmentant toujours. Arrivée à sa dernière heure, elle dit au roi son époux, « Trouvez bon qu'avant que je meure, j'exige une chose de vous. C'est que s'il vous prenait envie de vous remarier quand je n'y serai plus. » Ah, dit le roi, ces soins sont superflus. Je n'y songerai de ma vie, soyez en repos là-dessus. Je le crois bien, reprit la reine, si j'en prends à témoin votre amour véhément. Mais pour m'en rendre plus certaine, je veux avoir votre serment, adouci toutefois par ce tempérament que si vous rencontrez une femme plus belle, mieux faite et plus sage que moi, vous pourrez franchement lui donner votre foi et vous marier avec elle. Sa confiance en ses attraits lui faisait regarder une telle promesse comme un serment, surprise avec adresse de ne se marier jamais. Le prince jura donc, les yeux baignés de larmes, tout ce que la reine voulut. La reine entre ses bras mourut, et jamais un mari ne fit tant de vacarme. À l'ouïr sangloter et les nuits et les jours, on jugea que son deuil ne lui durerait guère, et qu'il pleurait ses défuntes amours comme un homme pressé qui veut sortir d'affaires. On ne se trompa point. Au bout de quelques mois, il voulut procéder à faire un nouveau choix. Mais ce n'était pas chose aisée. Il fallait garder son serment et que la nouvelle épousée eût plus d'attraits et d'agréments que celle qu'on venait de mettre au monument. Ni la cour en beauté fertile, ni la campagne, ni la ville, ni les royaumes d'alentour, dont on alla faire le tour, n'en purent fournir une telle. L'infante seule était plus belle, et possédait certains tendres appas que la défunte n'avait pas. Le roi le remarqua lui-même, et brûlant d'un amour extrême, alla follement s'aviser que par cette raison il devait l'épouser. Il trouva même un casuiste qui jugea que le cas se pouvait proposer. Mais la jeune princesse triste d'ouïr parler d'un tel amour se lamentait et pleurait nuit et jour. De mille chagrins l'âme pleine, elle alla trouver sa marraine, loin, dans une grotte à l'écart de nacre et de corail richement étoffée. C'était une admirable fée qui n'eut jamais de pareil en son art. Il n'est pas besoin qu'on vous dise que c'est ce qu'était une fée en ces bienheureux temps, car je suis sûr que votre mie vous l'aura dit dès vos plus jeunes ans. « Je sais, dit-elle, en voyant la princesse, ce qui vous fait venir ici. Je sais de votre cœur la profonde tristesse, mais avec moi n'ayez plus de soucis. Il n'est rien qui vous puisse nuire, pourvu qu'à mes conseils vous vous laissiez conduire. Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser. Écouter sa folle demande serait une faute bien grande, mais sans le contredire, on le peut refuser. Dites-lui qu'il faut qu'il vous donne, pour rendre vos désirs contents, avant qu'à son amour votre cœur s'abandonne, une robe qui soit de la couleur du temps. Malgré tout son pouvoir et toute sa richesse, quoique le ciel en tout favorise ses vœux, il ne pourra jamais accomplir sa promesse. » Aussitôt la jeune princesse l'alla dire en tremblant à son père amoureux, qui dans le moment fit entendre aux tailleurs les plus importants que s'il ne lui faisait, sans trop le faire attendre, une robe qui fût de la couleur du temps, il pouvait s'assurer qu'il les ferait tous pendre. Le second jour ne luisait pas encore qu'on apporta la robe désirée. Le plus beau bleu de l'empyrée n'est pas, lorsqu'il est ceint de gros nuages d'or, d'une couleur plus azurée. De joie et de douleur, l'infante pénétrée ne sait que dire, ni comment se dérober à son engagement. « Princesse, demandez-en une, lui dit sa marraine tout bas,
qui, plus brillante et moins commune, soit de la couleur de la lune. Il ne vous la donnera pas. » À peine la princesse en eut fait la demande, que le roi dit à son brodeur: « Que l'astre de la nuit n'ait pas plus de splendeur, et que dans 4 jours sans faute on me la rende. » Le riche habillement fut fait au jour marqué, tel que le roi s'en était expliqué. Dans les cieux où la nuit a déployé ses voiles, la lune est moins pompeuse en sa robe d'argent, lors même qu'au milieu de son cours diligent sa plus vive clarté fait pâlir les étoiles. La princesse, admirant ce merveilleux habit, était à consentir presque délibérée. Mais par sa marraine inspirée, au prince amoureux elle dit: « Je ne saurais être contente que je n'aie une robe encore plus brillante et de la couleur du soleil. » Le prince, qui l'aimait d'un amour sans pareil, fit venir aussitôt un riche lapidaire, et lui commanda de la faire d'un superbe tissu d'or et de diamants, disant que s'il manquait à le bien satisfaire, il le ferait mourir au milieu des tourments. Le prince fut exempt de s'en donner la peine, car l'ouvrier industrieux, avant la fin de la semaine, fit apporter l'ouvrage précieux, si beau, si vif, si radieux, que le blond amant de Clymène, lorsque sur la voûte des cieux dans son char d'or il se promène, d'un plus brillant éclat n'éblouit pas les yeux. L'infante, que ses dons achèvent de confondre, à son père, à son roi, ne sait plus que répondre. Sa marraine, aussitôt, la prenant par la main: « Il ne faut pas, lui dit-elle à l'oreille, demeurer en si beau chemin. Est-ce une si grande merveille que tous ces dons que vous en recevez? Tant qu'il aura l'âne que vous savez, qui d'écus d'or sans cesse emplit sa bourse. Demandez-lui la peau de ce rare animal. Comme il est toute sa ressource, vous ne l'obtiendrez pas, ou je raisonne mal. » Cette fée était bien savante, et cependant elle ignorait encore que l'amour violent, pourvu qu'on le contente, compte pour rien l'argent et l'or. La peau fut galamment aussitôt accordée que l'infante l'eut demandée. Cette peau, quand on l'apporta, terriblement l'épouvanta, et la fit de son sort amèrement se plaindre. Sa marraine survint et lui représenta que, quand on fait le bien, on ne doit jamais craindre, qu'il faut laisser penser au roi qu'elle est tout à fait disposée à subir avec lui la conjugale loi, mais qu'au même moment, seule et bien déguisée, il faut qu'elle s'en aille en quelque état lointain pour éviter un mal si proche et si certain. « Voici, poursuivit-elle, une grande cassette où nous mettrons tous vos habits, votre miroir, votre toilette, vos diamants et vos rubis. Je vous donne encore ma baguette. En la tenant en votre main, la cassette suivra votre même chemin, toujours sous la terre cachée. Et lorsque vous voudrez l'ouvrir, à peine mon bâton la terre aura touché qu'aussitôt à vos yeux elle viendra s'offrir. Pour vous rendre méconnaissable, la dépouille de l'âne est un masque admirable. Cachez-vous bien dans cette peau, on ne croira jamais, tant elle est effroyable, qu'elle renferme rien de beau. » La princesse, ainsi travestie, de chez la sage fée à peine fut sortie, pendant la fraîcheur du matin, que le prince, qui pour la fête de son heureuse hymen s'apprête, apprend tout effrayé son funeste destin. Il n'est point de maison, de chemin, d'avenue, qu'on ne parcourt promptement. Mais on s'agite vainement, on ne peut deviner ce qu'elle est devenue. Partout se répandit un triste et noir chagrin. Plus de noces, plus de festins, plus de tartes, plus de dragées. Les dames de la cour, toutes découragées, n'en dînèrent point la plupart. Mais du curé surtout la tristesse fut grande, car il en déjeuna fort tard, et qui pisait n'eut point d'offrande. L'infante cependant poursuivait son chemin, le visage couvert d'une vilaine crasse. À tout passant, elle tendait la main, et tâchait pour servir de trouver une place. Mais les moins délicats et les plus malheureux, la voyant si maussade et si pleine d'ordures, ne voulaient écouter ni retirer chez eux une si sale créature. Elle alla donc bien loin, encore plus loin. Enfin elle arriva dans une métairie, où la fermière avait besoin d'une souillon, dont l'industrie alla jusqu'à savoir bien laver des torchons et nettoyer l'auge aux cochons. On la mit dans un coin au fond de la cuisine, où les valets, insolentes vermines, ne faisaient que la tirailler, la contredire et la railler. Ils ne savaient quelle pièce lui faire, la harcelant à tout propos. Elle était la butte ordinaire de tous leurs colibés et de tous leurs bons mots. Elle avait le dimanche un peu plus de repos, car ayant du matin fait sa petite affaire, elle entrait dans sa chambre en tenant son huis clos, elle se décrassait, puis ouvrait sa cassette, mettait proprement sa toilette, rangeait dessus ses petits pots devant son grand miroir, contente et satisfaite, de la lune tantôt la robe elle mettait, tantôt celle où le feu du soleil éclatait, tantôt la belle robe bleue que tout l'azur des cieux ne saurait égaler, avec ce chagrin seul que leur traînante queue sur le plancher trop court ne pouvait s'étaler. Elle aimait à se voir jeune, vermeille et blanche, et plus brave 100 fois que nulle autre n'était. Ce doux plaisir la sustentait et la menait jusqu'à l'autre dimanche.
J'oubliais à dire en passant qu'en cette grande métairie d'un roi magnifique et puissant se faisait la ménagerie, que là, poules de barbarie, râles, pintades, cormorans, oisons musqués, canes pétières, et mille autres oiseaux de bizarres manières, entre eux presque tous différents, remplissaient à l'envi 10 cours toutes entières. Le fils du roi, dans ce charmant séjour, venait souvent au retour de la chasse se reposer, boire à la glace avec les seigneurs de sa cour. Tel ne fut point le beau Céphale. Son air était royal, sa mine martiale, propre à faire trembler les plus fiers bataillons. Podane, de fort loin, le vit avec tendresse, et reconnut par cette hardiesse que sous sa crasse et ses haillons, elle gardait encore le cœur d'une princesse. Qu'il a l'air grand, quoiqu'il l'ait négligé, qu'il est aimable, disait-elle, et que bien heureuse est la belle à qui son cœur est engagé. D'une robe de rien, s'il m'avait honoré, je m'en trouverais plus parée que de toutes celles que j'ai. Un jour, le jeune prince errant à l'aventure de basse-cour en basse-cour passa dans une allée obscure, où de Podane était l'humble séjour. Par hasard, il mit l'œil au trou de la serrure. Comme il était fait ce jour, elle avait pris une riche parure, et ses superbes vêtements qui, tissus de fin or et de gros diamants, égalaient du soleil la clarté la plus pure. Le prince, au gré de son désir, la contemple, et ne peut qu'à peine, en la voyant, reprendre haleine, tant il est comblé de plaisir. Quels que soient les habits, la beauté du visage, son beau tour, sa vive blancheur, ses traits fins, sa jeune fraîcheur, le touchent 100 fois davantage. Mais un certain air de grandeur, plus encore une sage et modeste pudeur, des beautés de son âme, assuré témoignage, s'emparèrent de tout son cœur. 3 fois, dans la chaleur du feu qui le transporte, il voulut enfoncer la porte, mais croyant voir une divinité, 3 fois par le respect son bras fut arrêté. Dans le palais, pensif il se retire, et là, nuit et jour, il soupire. Il ne veut plus aller au bal, quoiqu'on soit dans le carnaval. Il hait la chasse, il hait la comédie, il n'a plus d'appétit, tout lui fait mal au cœur, et le fond de sa maladie est une triste et mortelle langueur. Il s'enquit quelle était cette nymphe admirable qui demeurait dans une basse-cour, au fond d'une allée effroyable où l'on ne voit goutte en plein jour. C'est, lui dit-on, Podane, en rien nymphe ni belle, et que Podane l'on l'appelle, à cause de la peau qu'elle met sur son cou. De l'amour, c'est le vrai remède, la bête en un mot la plus laide qu'on puisse voir après le loup. On a beau dire, il ne saurait le croire. Les traits que l'amour a tracés, toujours présents à sa mémoire, n'en seront jamais effacés. Cependant la reine, sa mère, qui n'a que lui d'enfant, pleure et se désespère. De déclarer son mal, elle le presse en vain. Il gémit, il pleure, il soupire, il ne dit rien, si ce n'est qu'il désire que Podane lui fasse un gâteau de sa main. Et la mère ne sait ce que son fils veut dire. Ô ciel, madame, lui dit-on, cette Podane est une noire taupe plus vilaine encore et plus gaupe que le plus sale marmiton. N'importe, dit la reine, il le faut satisfaire, et c'est à cela seul que nous devons songer. Il aurait eu de l'or, tant l'aimait cette mère, s'il en avait voulu manger. Podane, donc, prend sa farine, qu'elle avait fait bluter exprès, pour rendre sa pâte plus fine, son sel, son beurre et ses œufs frais. Et pour bien faire sa galette, s'enferme seule en sa chambrette. D'abord elle se décrassa les mains, les bras et le visage, et prit un corps d'argent que vite elle lassa, pour dignement faire l'ouvrage qu'aussitôt elle commença. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte, de son doigt par hasard il tomba dans la pâte un de ces anneaux de grand prix. Mais ceux qu'on tient savoir le fin de cette histoire assurent que par elle exprès il y fut mis. Et pour moi, franchement, je l'oserais bien croire, fort sûr que, quand le prince à sa porte aborda, et par le trou la regarda, elle s'en était aperçue. Sur ce point la femme est si drue et son œil va si promptement, qu'on ne peut la voir un moment qu'elle ne sache qu'on l'a vue. Je suis bien sûr encore, et j'en ferai serment, qu'elle ne douta point que, de son jeune amant, la bague ne fût bien reçue. On ne pétrit jamais un si friand morceau, et le prince trouva la galette si bonne, qu'il ne s'en fallut rien que d'une faim gloutonne, il n'avalat aussi l'anneau. Quand il en vit l'émeraude admirable, et du jonc d'or le cercle étroit, qui marquait la forme du doigt, son cœur en fut touché d'une joie incroyable. Sous son chevet, il le mit à l'instant, et son mal toujours augmentant, les médecins sages d'expérience, en le voyant maigrir de jour en jour, jurèrent tous par leur grande science qu'il était malade d'amour. Comme l'hymen, quelque mal qu'on en dit, est un remède exquis pour cette maladie, on conclut à le marier. Il s'en fit quelque temps prier, puis dit « Je le veux bien, pourvu que l'on me donne en mariage la personne pour qui cet anneau sera bon. » À cette bizarre demande, de la reine et du roi la surprise fut grande, mais il était si mal qu'on n'osa dire non.
Voilà donc qu'on se met en quête de celle que l'anneau, sans nul égard du sang, doit placer dans un si haut rang. Il n'en est point qui ne s'apprête à venir présenter son doigt, ni qui veuille céder son droit. Le bruit ayant couru que pour prétendre au prince, il faut avoir le doigt bien mince, tout charlatan pour être bienvenu, dit qu'il a le secret de le rendre menu. L'une, en suivant son bizarre caprice comme une rave le ratisse, l'autre en coupe un petit morceau, une autre en le pressant croit qu'elle l'appétisse, et l'autre, avec de certaines eaux, pour le rendre moins gros, en fait tomber la peau. Il n'est enfin point de manœuvre qu'une dame ne mette en œuvre pour faire que son doigt cadre bien à l'anneau. L'essai fut commencé par les jeunes princesses, les marquises et les duchesses. Mais leurs doigts, quoique délicats, étaient trop gros et n'entraient pas. Les comtesses et les baronnes, et toutes les nobles personnes, comme elles, tour à tour, présentèrent leurs mains, et la présentèrent en vain. Ensuite vinrent les grisettes, dont les jolis et menus doigts, car il en est de très bien faites, semblèrent à l'anneau s'ajuster quelquefois. Mais la bague, toujours trop petite ou trop ronde, d'un dédain presque égal, rebutait tout le monde. Il fallut en venir enfin aux servantes, aux cuisinières, aux tortillons, aux dindonnières, en un mot à tout le fretin, dont les rouges et noires pattes, non moins que les mains délicates, espéraient un heureux destin. Il s'y présenta maintes filles, dont le doigt, gros et ramassé, dans la bague du prince, eût aussi peu passé qu'un câble au travers d'une aiguille. On crut enfin que c'était fait, car il ne restait en effet que la pauvre peau d'âne au fond de la cuisine. Mais comment croire, disait-on, qu'à régner le ciel la destine? Le prince dit: et pourquoi non? Qu'on la fasse venir. Chacun se prit à rire, criant tout haut: que veut-on dire? De faire entrer ici cette sale guenon? Mais lorsqu'elle tira de dessous sa peau noire une petite main qui semblait de l'ivoire, qu'un peu de pourpre a coloré, et que de la bague fatale, d'une justesse sans égale, son petit doigt fut entouré, la cour fut dans une surprise qui ne peut pas être compromise. Qui ne peut pas être comprise, pardon. On la menait au roi dans ce transport subit, mais elle demanda qu'avant que de paraître devant son seigneur et son maître, on lui donnât le temps de prendre un autre habit. De cet habit, pour la vérité dire, de tous côtés on s'apprêtait à rire, mais lorsqu'elle arriva dans les appartements, et qu'elle eut traversé les salles avec ses pompeux vêtements, dont les riches beautés n'eurent jamais d'égal, que ses aimables cheveux blonds mêlés de diamants, dont la vive lumière en faisait autant de rayons, que ses yeux bleus grands, doux et longs, qui pleins d'une majesté fière ne regardent jamais sans plaire et sans blesser, et que sa taille enfin si menue et si fine, qu'avec ses deux mains on eût pu l'embrasser, montrèrent leurs appas et leur grâce divine, des dames de la cour, et de leurs ornements tombèrent tous les agréments. Dans la joie et le bruit de toute l'assemblée, le bon roi ne se sentait pas de voir sa bru posséder tant d'appas. La reine en était affolée, et le prince, son cher amant, de sans plaisir l'âme comblée, succombait sous le poids de son ravissement. Pour l'hymen aussitôt chacun prit ses mesures. Le monarque en pria tous les rois d'alentour, qui, tous brillants de diverses parures, quittèrent leurs états pour être à ce grand jour. On en vit arriver des climats de l'aurore, montés sur de grands éléphants. Il en vint du rivage mort, qui, plus noirs et plus laids encore, faisaient peur aux petits enfants. Enfin, de tous les coins du monde, il en débarque, et la cour en abonde, mais nul prince, nul potentat, n'y parut avec tant d'éclat que le père de l'épousée, qui d'elle, autrefois amoureux, avait avec le temps purifié les feux dont son âme était embrasée. Il en avait banni tout désir criminel, et de cette odieuse flamme, le peu qui restait dans son âme n'en rendait que plus vif son amour paternel. Dès qu'il la vit: que béni soit le ciel qui veut bien que je te revoie, ma chère enfant, dit-il, et tout pleurant de joie, courut tendrement l'embrasser. Chacun à son bonheur voulut s'intéresser, et le futur époux était ravi d'apprendre qu'un roi si puissant il devenait le gendre. Dans ce moment, la marraine arriva, qui raconta toute l'histoire, et par son récit acheva de combler peau d'âne de gloire. Il n'est pas malaisé de voir que le but de ce conte est qu'un enfant apprenne qu'il vaut mieux s'exposer à la plus rude peine que de manquer à son devoir, que la vertu peut être infortunée, mais qu'elle est toujours couronnée, que contre un fol amour et ses fougueux transports, la raison la plus forte est une faible digue, et qu'il n'est point de riches trésors dont un amant ne soit prodigue, que de l'eau claire et du pain bis suffisent pour la nourriture de toute jeune créature, pourvu qu'elle ait de beaux habits, que sous le ciel il n'est point de femelle qui ne s'imagine être belle, et qui souvent ne s'imagine encore que si des trois beautés la fameuse querelle s'était démêlée avec elle, elle aurait eu la pomme d'or. Le conte de peau d'âne est difficile à croire, mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire.
Et c'est la fin du conte Peau d'âne. Nous marquons une courte pause, les amis. Très courte pause, puisque certes, Peau d'âne faisait quand même quelques pages de long. Mais en l'occurrence, la nouvelle à suivre, Les Souhaits Ridicules, est une. Enfin, la nouvelle à suivre, le conte à suivre, Les Souhaits Ridicules, est très court, genre 5-6 pages. Donc, bon, je vais pas faire une pause immensissime si on n'a que ça à relire après. J'espère que vous avez kiffé la lecture de Podane. Encore une fois, je dirais que c'est un peu mon ressenti global sur les contes en vers, en fait, pour le moment. Je trouve que les contes de ma mère Loa, donc les contes en prose, sont plus intéressants en ce qui s'agit de la morale et de l'histoire même en fait. Je trouve le scénario des contes de ma mère Loa plus, ouais, plus agréable, plus attrayant. C'est vrai que Griselidis et Podane, pour le moment, j'ai pas été trop conquis. Je trouve, encore une fois, comme la dernière fois en fait, je trouve, à contrario, que le style de la langue est super beau. C'est vrai que des textes en vers comme ça, même si c'est du vers libre, euh, du vers comme ça, un peu comme les fables de La Fontaine par exemple, je trouve que ça a une certaine élégance quand même, ça a une certaine esthétique. Donc c'est aussi assez spécial et c'est pas toujours évident à comprendre. C'est pas toujours facile de savoir quand démarrent les phrases, quand elles s'arrêtent et ainsi de suite. Mais je trouve que ça a quand même son charme. Donc ouais, personnellement sur Podane, je retiendrai plutôt le charme de la langue que encore une fois l'histoire et la morale quoi. Même si c'est intéressant de voir que du coup, comme dans les contes de ma mère Loi, enfin non, j'ai envie de dire pas comme dans les contes de ma mère Loi du coup, dans les contes de ma mère Loi, à chaque fois il y avait la fin du, du conte et ensuite il y avait vraiment une partie moralité qui était vraiment bien détachée clairement. Là c'était intéressant parce que limite, là où Griselidis a eu des préfaces et des dédicaces lors du live précédent, là limite on a l'impression que sa préface se fait directement aussi dans le conte, dans le vers. Donc le fait que la moralité et que la préface, entre guillemets, le guide de lecture, l'avis au lecteur presque, se fasse directement dans le conte et dans le vers, je trouve ça intéressant aussi. Mais ouais, c'est vrai que sinon l'histoire, c'est pas celle qui m'a fasciné le plus. Et la moralité, c'est pas. Ça défrise pas les moustaches, quoi. Je trouve pas ça dingue, surtout que je trouve un peu comme pour Griselidis en fait, je trouve que c'est un peu des discours vieillots. Mais bon, ça c'est un truc aussi, je pense, qui est quasi obligatoire. Il y a certaines moralités qui étaient assez sympathiques et que je continue à trouver très vraies et très cool à notre époque. Mais là, il y en a que je trouve un petit peu vieillots. Et il y a des réflexions aussi que je trouve un petit peu vieillots dans le texte. Mais bon, c'est une autre époque. Donc difficile de les juger, on ne sait pas comment c'était vraiment quoi. On n'est pas des gens de cette époque quoi. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui ça passe un peu moins. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Après, comme je le disais lors d'un épisode précédent, je ne sais plus lequel, ce que je trouve trop cool aussi avec le conte, avec la fable et avec tous ces genres assez concis, c'est qu'en général tu peux en consommer beaucoup et du coup tu peux picorer. En fait, c'est plus des histoires. Je trouve que, d'ailleurs, ça je l'avais pas dit dans un live précédent alors que je l'avais en tête, mais je trouve que ça ressemble aussi d'ailleurs beaucoup à la forme de la blague, en fait, le conte. C'est ça qui est marrant aussi. Mais bon, là ce sera un autre sujet, je vais en parler après limite. Mais bref, tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir picorer. Je trouve que c'est ce qu'il faut faire dans toute consommation, entre guillemets, de culture, d'art et ainsi de suite. Que ce soit un film, une série, de la musique, de la lecture au sens large. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de picorer ce qui nous intéresse, ce qui nous semble être une leçon de vie ou quelque chose comme ça. Enfin voilà. Euh,
ce qui nous semble être bon à retirer pour notre vie pratique. Alors après, il n'y a pas tous les bouquins qui servent à ça, hein. Il y en a, c'est vraiment purement du divertissement, mais c'est quelque part aussi retirer une utilité de ces textes. Mais qu'est-ce que j'allais dire du coup? Ouais, je trouve que c'est sympa de picorer. Même pour l'époque, l'inceste ne passait pas, d'où le fait que ce soit immoral dans l'histoire. Ah, c'est marrant, je pensais pas forcément à l'inceste quand je parlais, mais c'est marrant de relever ça, ok. C'est vrai que même en lisant, j'ai même pas forcément fait attention à ça. Enfin, j'ai vu que la relation était incestueuse et chelou, mais je connaissais pas la portée historique du truc pour le coup. C'est intéressant à savoir en vrai. Enfin, un vrai, c'est intéressant à savoir. Euh, Et où je voulais en venir du coup, parce que ouais, vu que j'ai d'autres idées en tête, je me perds. Oui, voilà. Un truc que j'ai pas dit sur les lives précédents, ça fait pas forcément sens avec le live d'aujourd'hui et les contes d'aujourd'hui, mais bon, bref. Je trouve que c'est intéressant de ouf comment le conte et la blague ont des liens de parenté, mais aussi avec la fable, aussi avec beaucoup de genres qui ont une dimension orale. Étant donné justement que c'est de la tradition orale avant d'avoir été fixée par certaines personnes dans des différentes versions, que ce soit Perrault, Grimm, Andersen et ainsi de suite, eh bien, c'est marrant parce que je trouve que c'est le même processus, le même procédé pour les blagues en fait. T'as vraiment ce truc de... tu peux entendre 1000 fois la même blague, mais avec des petits détails différents, des petits trucs qui vont continuer à te surprendre. C'est ça qui est hyper agréable, je trouve. C'est qu'il peut continuer à y avoir des spécificités selon le narrateur, en somme. Et ça, c'est vraiment sympa. Il y a, je sais pas, il y a un truc comme ça où ça, bah, ça j'en ai déjà parlé dans les lives précédents, mais ça a à la fois le plaisant d'être un terrain connu où tu as l'impression de connaître l'histoire, les personnages, la structure et ainsi de suite. Où il y a beaucoup de codes aussi qui font que tu te sens en terrain connu. Et le fait de quand même continuer à être surpris, quand même continuer à être émerveillé quelque part par les petits changements, les petites variations. Donc je trouve ça vachement intéressant comme, comment dire, comme procédé, comme processus. La tradition orale qui vient se fixer comme ça à l'écrit par différents auteurs en plus. Je trouve ça super sympa. Bref, comme je le disais, je ne vais pas faire une pause très longue parce que il nous reste plus grand chose à lire. Les souhaits ridicules, comme Podane, sont dédicacés à une femme, à savoir à Mademoiselle de la C. Encore une fois, on a 3 astérisques, je ne sais pas exactement à qui on fait référence, donc voilà, je vais me contenter de dire à Mademoiselle de la C, vous m'en excuserez. Et donc je vais me lancer dans la lecture. Je te souhaite une bonne écoute Léa, je crois qu'il ne reste que toi. Bonne écoute Léa, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat éventuellement. Et puis bonne écoute bien entendu à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je pense à vous les amis. Hop. Et on est parti à dans quelques petites minutes pour l'outro du live. Les souhaits ridicules. Conte. À Mademoiselle de la C. Si vous étiez moins raisonnable, je me garderais bien de venir vous conter la folle et peu galante fable que je m'en vais vous débiter. Une aune de boudin en fournit la matière. Une aune de boudin, ma chère, quelle pitié! C'est une horreur! S'écriait une précieuse, qui, toujours tendre et sérieuse, ne veut ouïr parler que d'affaires de cœur. Mais vous qui, mieux qu'âme qui vive, savez charmer en racontant, et dont l'expression est toujours si naïve que l'on croit voir ce qu'on entend, qui savez que c'est la manière dont quelque chose est inventé, qui beaucoup plus que la matière de tout récit fait la beauté, vous aimerez ma fable et sa moralité. J'en ai, j'ose le dire, une assurance entière. Il était une fois un pauvre bûcheron qui, las de sa pénible vie, avait, disait-il, grande envie de s'aller reposer au bord de l'Achéron. Représentant, dans sa douleur profonde, que depuis qu'il était au monde, le ciel cruel n'avait jamais voulu remplir un seul de ses souhaits. Un jour que, dans le bois, il se mit à se plaindre, à lui, la foudre en main, Jupiter s'apparut. On aurait peine à bien dépeindre la peur que le bonheur en eut.
Je ne veux rien, dit-il, en se jetant par terre. Point de souhait, point de tonnerre. Seigneur, demeurons but à but. Cesse d'avoir aucune crainte. Je viens, dit Jupiter, toucher de ta complainte, te faire voir le tort que tu me fais. Écoute donc. Je te promets, moi qui du monde entier suis le souverain maître, d'exaucer pleinement les 3 premiers souhaits que tu voudras former sur quoi que ce puisse être. Vois ce qui peut te rendre heureux, vois ce qui peut te satisfaire, et comme ton bonheur dépend tout de tes vœux, songe-y bien avant que de les faire. À ces mots, Jupiter dans les cieux remonta, et le gai bûcheron, embrassant sa falourde, pour retourner chez lui sur son dos la jeta. Cette charge jamais ne lui parut moins lourde. Il ne faut pas, disait-il entre-temps, dans tout ceci rien faire à la légère. Il faut, le cas est important, en prendre avis de notre ménagère. Ça, dit-il, en entrant sous son toit de fougère, faisons, Fanchon, grand feu, grand cher, nous sommes riches à jamais, et nous n'avons qu'à faire des souhaits. Là-dessus, tout au long le fait, il lui raconte. À ce récit, l'épouse vive et prompte forma dans son esprit 1000 vastes projets, mais considérant l'importance de s'y conduire avec prudence. Blaise, mon cher ami, dit-elle à son époux, ne gâtons rien par notre impatience. Examinons bien entre nous ce qu'il faut faire en pareille occurrence. Remettons à demain notre premier souhait, et consultons notre chevet. Je l'entends bien ainsi, dit le bonhomme Blaise, mais va tirer du vin derrière ses fagots. À son retour, il but, et goûtant à son aise, près d'un grand feu la douceur du repos, il dit en s'appuyant sur le dos de sa chaise. Pendant que nous avons une si bonne braise, qu'une aune de boudin viendrait bien à propos. À peine acheva-t-il de prononcer ces mots, que sa femme aperçut, grandement étonnée, un boudin fort long, qui partant d'un des coins de la cheminée, s'approchait d'elle en serpentant. Elle fit un cri dans l'instant, mais jugeant que cette aventure avait pour cause le souhait que par bêtise toute pure son homme imprudent avait fait, il n'est point de pouille et d'injure que de dépit et de courroux, elle ne dit au pauvre époux. Quand on peut, disait-elle, obtenir un empire, de l'or, des perles, des rubis, des diamants, de beaux habits, est-ce alors du boudin qu'il faut que l'on désire? Eh bien, j'ai tort, dit-il, j'ai mal placé mon choix. J'ai commis une faute énorme, je ferai mieux une autre fois. Bon, bon, dit-elle, attendez-moi sous l'orme. Pour faire un tel souhait, il faut être bien bœuf. L'époux, plus d'une fois, emporté de colère, pensa faire tout bas le souhait d'être veuf. Et peut-être, entre nous, ne pouvait-il mieux faire. Les hommes, disait-il, pour souffrir sont bien nés. Peste soit du boudin et du boudin encore. Plût à Dieu, maudite pécore, qu'il te pendit au bout du nez. La prière aussitôt du ciel fut écoutée, et dès que le mari la parole lâcha, au nez de l'épouse irritée, l'aune de boudin s'attacha. Ce prodige imprévu grandement la fâcha. Fanchon était jolie, elle avait bonne grâce, et pour dire sans phare la vérité du fait, cet ornement en cette place ne faisait pas un bon effet. Si ce n'est qu'en pendant sur le bas du visage, il l'empêchait de parler aisément, pour un époux merveilleux avantage, et si grand qu'il pensa dans cet heureux moment, ne souhaitait rien davantage. Je pourrais bien, disait-il à part soi, après un malheur si funeste, avec le souhait qui me reste, tout d'un plein saut me faire roi. Rien d'égal, il est vrai, la grandeur souveraine, mais encore faut-il songer comment serait faite la reine, et dans quelle douleur ce serait la plongée de l'aller placer sur un trône, avec un nez plus long qu'une aune. Il faut l'écouter sur cela, et qu'elle-même elle soit la maîtresse de devenir une grande princesse en conservant l'horrible nez qu'elle a, ou de demeurer bûcheronne avec un nez comme une autre personne, et telle qu'elle l'avait avant ce malheur-là. La chose bien examinée, quoiqu'elle sût d'un sceptre et la force et l'effet, et que, quand on est couronné, on a toujours le nez bien fait. Comme au désir de plaire il n'est rien qui ne cède, elle aima mieux garder son bas volé que d'être reine et d'être laide. Ainsi le bûcheron ne changea point d'état, ne devint point grand potentat, d'écus ne remplit point sa bourse, trop heureux d'employer le souhait qui restait, faible bonheur, pauvre ressource, à remettre sa femme en l'état qu'elle était. Bien est donc vrai qu'aux hommes misérables, aveugles, imprudents, inquiets, variables, pas n'appartient de faire des souhaits, et que peu d'entre eux sont capables de bien user des dons que le ciel leur a faits. Et c'est la fin du conte Les souhaits ridicules, ce qui clôture les contes en vers de Charles Perrault, et donc également les contes de manière globale. Ça sera la fin de ce live, les amis. Nous passons à l'outro.
C'était sympa. C'était sympa pour le coup. On parlait blague à l'instant. Pour le coup, les souhaits ridicules, c'était, je crois, quasiment le seul conte qui présentait un petit peu d'humour. Il ne me semble pas avoir ressenti tellement d'humour dans les contes précédents. Alors que c'est vrai que parfois dans les contes merveilleux, on sent une espèce de malice comme ça. Je trouve que le monde du petit peuple, des fées, des elfes, des lutins, des nains, etc., il y a souvent quelque chose d'un petit peu malicieux comme ça. Ça n'a pas été tellement le cas, je trouve, sur la lecture globalement de ces contes, à part donc sur les souhaits ridicules, puisque là, il se fait bien avoir sur les souhaits qu'il a pu faire, et qui, en effet, étaient bien ridicules. Et j'aime bien la moralité, même si on pourrait, bien entendu, l'édulcorer et y trouver à redire également, mais voilà, c'est beaucoup plus, je trouve que c'est beaucoup plus droit au but. Après, elle est plus courte aussi, donc forcément, j'ai envie de dire, mais c'est beaucoup plus droit au but, beaucoup plus dans l'efficacité peut-être aussi. C'est pour ça que c'est plus teinté d'humour aussi, je pense. Mais voilà, c'est sympathique. Si on avait lu un recueil entier de contes sans avoir une histoire de souhaits ou de vœux à réaliser, ça aurait été très bizarre. Même si ça m'a beaucoup étonné que ce soit Jupiter qui intervienne. Là, j'aurais pas cru pour le coup. Puisque du coup, je rappelle que Perrault, c'est les années. Alors, je crois que les contes en vers, c'est 1684 ou 94, un truc comme ça. Donc, ça m'étonne que dans ces histoires soit intégré Jupiter, un dieu bien plus ancien. Intéressant. Mais en même temps, j'ai envie de dire, la culture grecque, la culture romaine ont tellement étendu leur spectre sur quasi toute l'histoire de l'humanité que ça peut aussi être compréhensible, on va dire. Bref, j'espère que cette découverte des contes de Perrault vous aura plu, les amis. Je vais me répéter encore une fois par rapport au live précédent, mais en fait, c'était presque anormal que j'ai pas encore fait de lecture de contes en live. Après toutes ces années à vous lire des histoires, ça n'a aucun sens, puisque bah, le propre du conte, c'est d'être raconté par un conteur, donc c'est vraiment ce que je vous fais en live au final. Donc je trouve que c'était un gros non-sens qu'on a réparé. Je suis bien content, ça faisait longtemps en plus que j'avais cette idée en tête, je sais pas pourquoi je me lançais pas. Donc je suis bien content d'avoir trouvé ce petit recueil sur Perrault. Et puis ce que je vous propose, peut-être pas dans la foulée, pour pas faire toujours la même chose, vous savez que j'aime bien varier les plaisirs, mais pourquoi pas peut-être je sais pas moi, les mois, années à venir, plutôt mois peut-être, repartir sur des contes, mais cette fois-ci plus récents, puisque Perrault c'est fin 17e, les je crois que les frères Grimm, c'est un truc genre 40 ans après, ou même 80 ans après, je sais plus. Et Andersen, c'est encore 40 ans après, je crois. Ou bien c'est dans l'autre sens, mais enfin, il y a un délire comme ça, why not? Ça pourrait être intéressant, on va faire ça. Et puis peut-être, j'espère en fait, j'ai vraiment le, le souhait secret euh, qu'il y ait des contes communs entre Perrault, Grimm et Andersen. Parce que j'aimerais bien voir des versions différentes du même conte. Je trouve que ce serait intéressant. Malheureusement, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de conte. Ça remonte vraiment à des lectures de jeunesse très jeunes. Et j'ai très peu de souvenirs. Comme je vous le disais dans un live précédent, je sais que quand j'étais petit, j'avais un grand livre illustré avec pas mal de contes, mais je pense que c'était des versions résumées ou remaniées, modernisées. Je me rappelle vachement bien de la botte du petit poucet dessinée. Je me rappelle vachement bien que l'illustration de couverture, d'ailleurs, je crois que c'était peau d'âne, de dos en train de partir comme ça. Enfin ouais, ça me parle. Je sais que la Barbe Bleue, j'ai dû le lire en cours. Les Souhaits Ridicules aussi, parce que ça me parle. Je crois que je l'ai fait genre en sixième. Voilà, je pense que de toute manière, dans un parcours littéraire, qu'on fasse des études littéraires ou non, les contes, on y est tous confrontés à un moment. Mais c'est vrai que ça date d'au moins, allez, au moins 15 ans. Pour pas me... Ça me fait trop mal en fait. Ça doit dater d'au moins 15 ans.
Bref. Mais ouais, c'est vraiment un genre que j'apprécie en plus, le conte. Vraiment fort. Vraiment fortement. Tant et si bien d'ailleurs que c'est marrant parce que Perrault nommait certains de ses contes des contes, tandis que c'était sur Griselidis que au début c'était annoncé que c'était une nouvelle et non pas un conte. Et c'est marrant parce que j'ai un format, on va dire, de texte que j'ai écrit moi-même qui s'appelle Nouvelle Conte. Et en fait, les parenthèses sont mises de telle manière à ce que, avec le C, ça fasse la barre horizontale d'un H, avec les parenthèses qui font les barres verticales, et que du coup, ça fasse Nouvelle Honte. Bref. Parce que, enfin, je sais pas. En fait, j'ai l'impression de m'inscrire un peu dans la continuité bizarrement des contes, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que il y a beaucoup dans les contes une notion de honte. Je sais pas pourquoi ça m'est venu ça un jour, mais bref. Là, je pars, je digresse comme d'hab. Mais en tout cas, si ça vous intéresse de lire mes nouvelles contes, sans grande prétention, hein, surtout que pour la plupart d'entre elles, je les ai écrites il y a fort longtemps, donc c'est pas forcément les textes sur lesquels je me sens le plus légitime. Mais si vous voulez, elles sont disponibles sur mon Wattpad. Voilà, voilà. Et du coup, Léa qui nous dit le siècle des Lumières met à la mode la culture classique. Par exemple, on voit plein de dieux grecs dans les fontaines du château de Versailles. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que déjà, de manière globale, je pense que ça a toujours eu plus ou moins bonne presse, quoique, peut-être me trompe-je. Mais en tout cas, c'est la culture grecque, la culture romaine est suffisamment monumentale pour avoir traversé les siècles jusqu'à nous. Et en plus, parfois, avoir eu ces mouvements de redécouverte, de mode et ainsi de suite. Donc ouais, c'est pas si étonnant, mais c'est vrai que à titre personnel, je n'avais jamais entendu de contes de Perrault, Grimm ou Andersen. Je dis ces trois-là parce qu'en fait c'est quasi les seuls que je connais. euh, qui mentionnent Jupiter, donc je trouvais ça marrant. Et ça me fait marrer parce que pareil, dans les personnages, on avait été un petit peu étonné parfois de la même manière dans les fables de La Fontaine. Donc c'est cool qu'il y ait des sujets auxquels on s'attende pas forcément. Et là, par sujet, je veux dire le sujet, la personne sujet, quoi. Pas le personnage. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. D'ailleurs, pareil, le dernier conte que je viens de vous lire, qui commence en disant que c'est une fable, ça m'a fait marrer parce que ouais, il y a vraiment des accointances entre les fables, entre les contes et tout ce genre-là, tous ces genres-là. Donc ouais, c'est vraiment kiffant, c'est vraiment kiffant. Bref, je vais commencer à me répéter un peu trop. Après, si on veut peut-être faire des variations de ce type de lecture, mais partir sur d'autres choses, je pense qu'on pourrait avoir des choses un petit peu similaires dans des textes que j'ai jamais lus d'ailleurs. Je crois qu'il y a des textes de Montesquieu. Est-ce que ça serait pas les lettres persanes, un truc comme ça? Après, il y a le Décaméron. Il y a le Décaméron. Il n'y a pas l'Heptaméron aussi? Ou un truc comme ça. Le Décaméron, je suis sûr. Après, l'autre, je sais plus. Et je sais plus de qui c'est. Il doit y avoir aussi les Métamorphoses d'Ovide. En vrai, ça ferait pas mal d'œuvres. Et là, pour le coup, avec les Métamorphoses d'Ovide, ça tirerait vachement plus sur l'Antiquité. Ça ferait pas mal d'œuvres un peu dans le style, mais quand même avec une variété, une variation. Et c'est quand même des gros classiques que j'ai jamais lus à titre personnel, ou bien peut-être des extraits de ci de là, mais en cours, quoi, brièvement. Eh ouais, ce serait peut-être des. J'ai peut-être retrouvé, réouvert une nouvelle manne de textes dans lesquels je pourrais piocher pour des lectures prochaines. Ça me donne envie. Ça me donne envie. À voir. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude. Quelqu'un m'a fait sur une vidéo récemment des suggestions après que je lui ai dit qu'elle pouvait m'en faire parce que elle trouvait que c'était dommage qu'il n'y ait pas certains textes. Bref, c'est vrai que je le dis pas à tous les lives parce que bon, je me répète déjà beaucoup sur tous les lives, donc je vais pas tout répéter tout le temps, mais surtout n'hésitez pas à me faire des suggestions de textes dans le domaine public. Moi, je me fais une liste et puis je viens piocher là-dedans selon mes envies. Et puis, si j'ai pas d'envie particulière sur le moment, ça m'arrive même de vous demander directement alors qu'est-ce qu'on lit ensuite. Ce qui va être d'ailleurs le cas pour la prochaine lecture, puisque
mardi, je ne saute pas une session de lecture, je poursuis directement avec soit La guerre des mondes de H.G. Wells, donc là plutôt science-fiction, ou Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, et là je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour le coup. C'était vous qui me l'avez conseillé. Donc n'hésitez pas sur Twitch, sur Facebook, sur les réseaux, en message privé, où vous voulez. Je vous demanderai peut-être l'avis directement même. Mais voilà. Sachez-le, ça sera mardi. J'ai fait le tour, je vais pas faire durer ce live plus que de raison. Merci à ceux qui sont passés, Industrias, Léa, ça m'a fait plaisir. Merci à tous ceux qui m'auront regardé en rediffusion sur YouTube également. N'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo, à mettre un commentaire, à vous abonner, à partager, bref, vous connaissez tout ça. Et puis, écoutez, dernier rendez-vous de cette semaine, ce n'est pas un live, c'est sur Discord, la veillée. Si vous le désirez, je serai disponible en vocal sur mon Discord dimanche de 21h à minuit minimum. Et on pourra jouer à des jeux de société, jouer à des jeux vidéo, jouer à des jeux par navigateur ou simplement discuter. C'est toujours un plaisir de faire ça avec vous. Et puis, sinon, semaine prochaine, je vous mets le programme sur tous les réseaux lundi. Mais, grosso modo, sachez que mardi et vendredi 21h, il y aura certainement une lecture, soit Mrs. Dalloway, soit La guerre des mondes, et que soit lundi, soit mercredi, soit jeudi, à 21h je pense, il y aura une session Sea of Thieves sur la saison 4, et du coup cette fameuse mise à jour des mondes sous-marins avec les sirènes et les temples sous-marins, enfin les sanctuaires sous-marins. Vraiment, on en a fait 2 avec Walkirax en off hier. Ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment très très beau et très très sympa à jouer. Donc n'hésitez pas à venir découvrir ça avec nous. Bien, cette fois-ci, je ferme mon clapet et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming, ou que sais-je encore. J'ai l'impression qu'en fait ma phrase, je cherchais une nouvelle phrase pour dire toutes les activités possibles que je faisais en live, et j'ai l'impression qu'en fait ça s'est résumé à ajouter à la fin de ma phrase ou que sais-je encore. Mais j'aime bien la phrase ou que sais-je encore, je sais pas. Même si elle n'est pas très parlante, j'aime bien cette phrase. Bref, ou que sais-je encore. Et bye bye.